Bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup à chacun de vous de nous avoir rejoints pour cette session dédiée donc aux ambitions numériques et cyber de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui débutera donc en janvier pour 6 mois dans les faits, plutôt 3 mois avec les élections présidentielles et législatives qui vont tronquer un petit peu cette présidence. Néanmoins, beaucoup de sujets évidemment à aborder. La question de la régulation du numérique, évidemment, l'émergence d'une souveraineté, qu'elle soit numérique, évidemment, mais surtout nationale, européenne, souveraineté technologique, industrielle, la condition de l'accès au marché européen est un vrai débat. On y reviendra en particulier pour nos PME et nos startups en matière de cyber, et elles sont toutes réunies ici. Donc, c'est évidemment un sujet important. Également des enjeux en matière de lutte contre la manipulation de l'information, la désinformation, la mésinformation, avec évidemment des élections présidentielles et législatives horizon 2022. On se doute que l'actualité sera chargée. Elle l'est déjà, on va y revenir, avec donc nos deux invités. Philippe Latombe, député, merci cher Philippe d'être avec nous sur cette session. Donc député de la Vendée, membre de la commission des lois et rapporteur du dernier rapport parlementaire sur bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne. On va revenir sur notamment les propositions de ce rapport et échanger avec la salle sur ce que vous proposez et quelle est votre vision, les grands enjeux horizon 2022 de cette PFUE. Également, Tariq Krim, merci Tariq d'être également à nos côtés, donc entrepreneur du web, créateur de plusieurs startups, NetVibes, Jolly Cloud, aujourd'hui Polite, et donc qui est une plateforme souveraine donc d'un numérique personnel et initiateur du mouvement Slow Web. On va revenir sur cette approche et est-ce que finalement un nouvel Internet est possible dans ce monde numérique dépendant qui nous bouleverse un petit peu. Je vous propose peut-être qu'on revienne sur un des sujets, Philippe, sur la souveraineté technologique et industrielle. Alors, c'est un sujet qui occupe depuis quelques années. Je dois dire que ces derniers mois, l'actualité est riche, l'affaire Palantir, le Health Data Hub, les données de BPI France sur les prêts garantis par l'État. Nous avons Orange et Microsoft, dernièrement Thales et Google, et évidemment les levées de boucliers de l'industrie française réunie ici ne nous a pas échappé. Quel est le regard que vous portez sur ce qui se passe alors même que l'on parle de souveraineté quasiment quotidiennement? Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir un peu schizophrène? Je ne suis pas sûr que le mot schizophrène soit le bon mot. Il est peut-être un peu trop violent. En tout cas, il y a certainement, et je le déplore, une sorte de décalage entre la parole et les actes. Et c'est plutôt plus comme ça qu'il faut le voir. Est-ce que c'est de la schizophrénie? Je ne suis pas sûr, mais c'est au moins ce décalage-là. Décalage vous avez abordé plusieurs sujets, mais décalage qu'on peut mesurer sur plusieurs champs qui touchent au numérique. On pourra en parler avec les données de santé, par exemple. Mais effectivement, on est dans quelque chose qui pose des questions aujourd'hui, notamment sur la partie du cloud, où on est passé d'une volonté affichée d'avoir des clouds souverains. Puis ensuite, on a dégradé un peu le modèle en disant on aura des clouds de confiance. C'est pas tout à fait le même concept quand même, c'est pas les mêmes garanties juridiques, c'est quand même pas le même produit à l'arrivée et c'est pas les mêmes enjeux. Et puis on arrive à quelque chose que je regrette, je le dis publiquement, donc il n'y a pas de souci, j'appartiens à la majorité et je soutiens le président de la République sur beaucoup de sujets, mais j'ai trouvé que mardi, il y avait une sorte de défaitisme dans son discours sur la partie du cloud qui me gêne un peu. On était dans un discours sur des ambitions à horizon 2030, et donc on est en train de donner un élan, et quand on donne un élan, on ne dit pas forcément qu'on a perdu la bataille et que ça ne sert à rien d'y aller. Alors qu'en plus, on ne l'a pas forcément perdu. On a du retard, c'est clair. On a des zones où on est plus faible que nos charmants GAFAM et Batix, mais on a des zones d'excellence. On a des ingénieurs, on a des cerveaux qui sont en capacité de produire des solutions.
Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a, et c'est tout l'avantage des assises, on a des entreprises qui sont en capacité de produire, d'avoir des très beaux produits et d'avoir des vrais succès. Donc c'est ce décalage entre la parole et les actes, puisque en parallèle de ces ambitions affichées à un moment, on a effectivement des réalisations comme des annonces comme Bleu, où on nous dit Bleu c'est un cloud souverain. On a pris uniquement la couche logicielle de chez Microsoft, mais toutes les données vont être hébergées par Orange. Et puis on apprend par un entrefilet dans la presse que finalement, ça sera des serveurs loués chez Microsoft, au moins dans un premier temps. Donc ça veut dire qu'on n'est plus sur un cloud souverain, on n'est même plus vraiment sur un cloud de confiance. Se pose la question de Thales Google, on ne va pas forcément revenir dessus. Et très clairement, il y a d'autres domaines qui interrogent, et qui interrogent le monde de la tech et de la cybersécurité. C'est les JO, on va héberger les données, c'est Thales qui est maître d'œuvre, et qu'ils utilisent comme cloud. Atos. Pardon, c'est Atos qui est maître d'œuvre, et qui vont utiliser ils vont utiliser Alibaba. Donc il y a quand même des questions sur la volonté politique et comment est-ce que la volonté politique n'est pas simplement que de l'affichage, mais se décline dans l'efficacité et dans le quotidien. Effectivement, alors les JO, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais effectivement, ça a été affiché. À tout le moins, c'est le CIO qui porte ces partenariats. Alibaba est partenaire premium des JO et le CIO est américain. Donc, il y a quelques sujets, mais potentiellement la géopolitique, dont on parlait d'ailleurs avec Tariq hier notamment, pourrait peut-être amener à bouleverser certaines choses, puisqu'on voit ce qui se passe actuellement sur les différentes plaques internationales. Et donc, il y a peut-être des actualités qui pourraient survenir dans les prochains mois. On ne va pas spoiler aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est une actu à suivre. Et sur ce sujet de l'extra-territorialité, puisque c'est évidemment le sujet dont vous parlez beaucoup, Philippe Latombe, dans votre rapport, c'est un sujet très important aussi, Tariq, sur lequel vous intervenez. Vous appelez, vous, aujourd'hui, quand vous évoquez les 3 piliers, d'ailleurs, dont on parlait hier, parmi eux figure évidemment contrebalancer cette extraterritorialité. Concrètement, comment on peut faire aujourd'hui et demain? Moi, je pense que avant d'aller dans cette idée de l'extraterritorialité, c'est-à-dire, d'une certaine manière, permettre à des États que leurs lois s'appliquent en dehors de leurs États, tout simplement parce qu'ils ont des plateformes numériques et que désormais, lorsque l'on vit dans ces plateformes numériques, on vit sous le régime d'une loi qui n'est pas la nôtre, ou en tout cas on vit dans un régime presque schizophrène. Encore une fois, si on peut utiliser ce terme, on a 2 lois qui s'appliquent, lesquelles c'est difficile. Mais déjà, tout d'abord, je voulais féliciter Philippe, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire de vive voix sur son rapport, qui était vraiment d'une très grande qualité et qui, à la différence des rapports précédents qu'on a connus, touche et aborde les grandes questions. Et en fait, parmi ces grandes questions, en fait, la question qu'on doit se poser, au-delà de la question de la loi, de la technologie, c'est dans quel monde veut-on vivre en Europe ? Je rappelle, j'essaie toujours de rappeler qu'en 1993, au tout début de l'Internet, quand l'Internet n'est encore qu'un réseau, on va dire, un petit réseau universitaire et militaire, les États-Unis se lancent dans ce qu'on a appelé les autoroutes de l'information. On va mettre le paquet, c'était Al Gore, Clinton. Et nous, en Europe, notre priorité, c'était le diesel propre. Aujourd'hui, les États-Unis sont les maîtres du monde numérique et nous, les patrons de certaines entreprises qui faisaient du diesel propre ou soi-disant propre sont en prison. Et donc la question, c'est quelle est la priorité ? Et derrière ça, il y a une autre question, c'est qui veut-on défendre ? Alors moi, j'ai toujours eu cette posture, c'est que c'est un peu comme dans le film Tron, si vous vous rappelez, je veux défendre les utilisateurs. Et quand on regarde les demandes des utilisateurs, elles ont évolué avec le temps. Au départ, la première demande, ça a été la question de l'accès. Comment fait-on pour que nous ayons tous accès à Internet ? Aujourd'hui, cette question, et vous le rappeliez hier, va se poser avec l'arrivée des satellites basse orbite,
qui sera le détenteur de l'accès? Est-ce que c'est encore France Télécom, Orange, pardon, je dis France Télécom, je devrais dire Orange, Free, SFR, ou est-ce qu'on va avoir des Elon Musk, des Amazon qui vont détenir cet accès? La deuxième demande qui est arrivée après, c'est la vie privée. C'est super Internet, mais j'ai quand même envie d'avoir une vie privée. Et d'un certain côté, le RGPD est un très bon début, puisque l'Europe a identifié qu'il fallait sanctuariser la vie privée. À titre personnel, je pense que la vie privée est un droit de l'homme et qu'il faut totalement interdire le big data et l'analyse des données privées. Mais d'une certaine manière, il faut aller encore plus loin et se poser la question de savoir dans quel Internet veut-on vivre et est-ce que la vie privée, ce n'est pas aussi le droit à ne pas se faire manipuler, à être dans une logique que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux assez délétère, et de remettre l'éthique au centre du jeu. Et puis enfin, il va y avoir une troisième demande qui est en émergence à l'heure actuelle, c'est la question de ce qu'on appelle aux États-Unis l'ownership, la possession numérique. Ce que j'appelle en fait la souveraineté numérique personnelle. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui n'existe pas ailleurs, ou assez peu en Europe, c'est le mot patrimoine. Comment traduit-on cela dans le monde numérique ? Dans un texte que j'avais écrit après la tragédie que j'ai aussi eue à titre personnel des attentats de 2015, je rappelais que quelqu'un qui ne possède rien est quelqu'un qui n'a rien à perdre. Or, on vit désormais dans un monde où on ne possède plus rien. On a des abonnements à Netflix, à Spotify, mais fondamentalement, pour ceux, et la plupart des gens qui sont ici, qui ont connu le monde d'avant, on est, chacun d'entre nous, sa culture propre, sa culture personnelle, est composée de choses qu'on a faites, d'expériences, mais aussi d'objets, de culture, de connaissances. Et un des enjeux essentiels dans ce monde un peu fast-food, et c'est pour ça que je parle de slow web en opposition au fast web, au fast-food web, c'est-à-dire des plateformes génériques qui proposent le même produit à 1 milliard de personnes, voire parfois 2,7 milliards de personnes, si vous voyez de qui je parle. Il faut construire des choses différentes. On a une forme, une culture différente. Le logiciel, c'est de la culture. Quand on développe un produit, on ne le développe pas de la même manière. En Europe, on a inventé le web, on l'a offert à tous. On a inventé Linux, on l'a offert à tous. Donc on a construit en fait la structuration de l'Internet. Et aujourd'hui d'ailleurs, ce sont ces mêmes outils qui sont utilisés pour nous dominer. C'est un curieux hasard de l'histoire. Et donc je pense que le prochain enjeu, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire avec ma plateforme Polite et avec un projet de cloud souverain citoyen sur lequel je travaille, c'est de voir comment on va permettre aux gens d'avoir ces trois choses. L'accès aux choses importantes. Deuxièmement, la vie privée, le respect de sa vie privée. Et enfin, la possibilité de posséder, d'avoir le contrôle de sa vie numérique. Philippe Latombe, vous parliez tout à l'heure de cet écosystème qui est d'ailleurs ici aux Assises, où vous le disiez, hein, on a des start-up, des PME brillantes, on a énormément de talents aujourd'hui en France. Dans le rapport, alors il y a beaucoup de recommandations, on va peut-être parler d'une ou deux, il y en a une notamment dont on parle depuis longtemps, que vous soutenez fortement, c'est le Small Business Act qui doit être porté au niveau européen pour encourager, soutenir, faire grandir nos PME. C'est une proposition qui n'est pas novatrice. Elle a déjà été évoquée à de nombreuses reprises, mais peut-être qu'elle peut trouver maintenant un écho un peu plus favorable, pour plusieurs raisons. Il faut se souvenir quand même que les géants numériques américains sont nés de politiques américaines qui sont le Small Business Act et le Buy American Act. L'État fédéral doit principalement, prioritairement, dépenser son argent vers des petites entreprises et vers des entreprises américaines. Il ne respecte pas forcément en cela toutes les règles du commerce international. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne parle même pas des Chinois où eux, là, c'est de toute façon inscrit dès le départ, ils favorisent leur écosystème. Et nous, en Europe, on a décidé de jouer la règle du jeu complète. Sauf que là, il y a peut-être un changement de paradigme qui est en train d'arriver. On voit avec les plans de relance, on le voit avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, qu'on commence à se dire qu'il faut que l'argent public irrigue plutôt les entreprises qui sont les entreprises locales. Et quand je dis locales, c'est françaises pour la France, mais surtout européennes.
On va s'opposer au droit européen. Clairement, le droit européen, on a aujourd'hui une vision de certains pays européens totalement différente en fonction du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mais il faut que la présidence de l'Union par la France soit le moyen, soit le lieu pour poser ces deux conditions qui sont: il faut que l'argent public européen et française aille vers les entreprises, et on pourra parler de politique d'achat, parce qu'il faut faire du ménage aussi dans notre politique d'achat, et surtout qu'on aille s'adresser à plutôt des petites entreprises pour leur permettre de grandir. On sait, on le dit dans le rapport, mais c'est pas nouveau, entre 1 euro de subvention et 1 euro de chiffre d'affaires, l'effet il est de 7 à 8, à peu près. Ouais. Il vaut mieux pour une entreprise avoir un client et passer du temps à négocier un contrat avec un client et travailler avec son client parce que ça le fait grandir, parce que ça lui donne de la valeur ajoutée, parce que il apprend avec son client, plutôt que d'avoir à remplir de la paperasse des CERFA qui vont lui rapporter de l'argent one shot et qui ne servira à rien ensuite. Alors que le client, lui, peut recommander. Le client, il peut avoir d'autres besoins futurs qui fait qu'il y a plus d'argent, de chiffre d'affaires qui rentre. Et donc, il faut absolument que la présidence de l'Union soit sur ces deux axes. Je pense, et là je vais voir le verre à moitié vide, c'est que je pense que de toute façon, nous ne pourrons y arriver que si nous changeons les règles de gouvernance européenne. Nous ne pourrons pas avoir ces deux outils pour lesquels la population, notamment la population française, mais les écosystèmes, pas forcément que de la tech, mais toutes les entreprises sont plutôt favorables. On ne pourra l'avoir que si on abandonne la règle de l'unanimité pour une règle au moins de la majorité. Et ça, c'est une révolution copernicienne, puisque ça veut dire qu'il faut qu'on réinterroge notre modèle européen. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faudra qu'on arrive à passer cette espèce de blocage que l'on a, de se dire que les marchés publics, c'est de l'argent public, donc c'est forcément un endroit où il n'y a que de la corruption, que des choses qui ne sont pas belles, et donc il faut absolument la transparence, et que la meilleure règle, c'est le moins 10 ans. Ben non. Il y a d'autres critères qu'on doit pouvoir mettre dans les marchés publics. On doit pouvoir parler d'extraterritorialité. On doit pouvoir parler d'emploi local. On doit pouvoir parler de fiscalité. On doit pouvoir parler de ces sujets qui font que systématiquement, pour l'instant, on les met de côté et on voit bien que ça a des effets délétères, parce que quand on confie les marchés publics à des GAFAM, on n'est pas sûr que l'argent revienne vers le territoire et produise de la valeur. Et puis, dernière chose, ça veut dire changer les politiques d'achat et se tourner plutôt vers les petites entreprises. Et ça veut dire que l'État, les collectivités, enfin toute la sphère publique, doit à un moment faire confiance à son écosystème et ne pas se dire que plus c'est gros, plus c'est solide, et plus c'est gros, plus ça va permettre de répondre à la demande, et que du coup, c'est ça le mieux. Non, il faut qu'on arrive à avoir des solutions d'intégration de petites briques qui, mises les unes à côté des autres, font le projet. Et ça, c'est une révolution de management, notamment des acheteurs publics. On a également le sujet de la manipulation de l'information, et ça, c'est évidemment quelque chose qui nous préoccupe dans le quotidien, mais qui va s'intensifier de facto avec cette année 2022 et les élections processus qui a déjà commencé, mais qui va évidemment s'intensifier sur les prochains mois. Peut-être, Tariq, revenir sur ces sujets. On appelle souvent les plateformes, dont on parle beaucoup, à faire plus, à plus de régulation, plus de sévérité aussi pour contrecarrer. Mais on sait également que ce qui est mis en place aujourd'hui, alors elles font quand même des choses, il faut aussi le souligner. Dès lors que des contenus sont supprimés, des comptes sont supprimés, on sait aussi très bien qu'ils vont se recréer immédiatement sous d'autres noms. Donc, on a l'impression que c'est un peu un serpent de mer, un peu sans fin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça et qu'est-ce que vous redoutez horizon 2022 ? Des vastes questions. Juste avant, je vais rebondir sur la question, je voulais rappeler, tout d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, que l'Europe est née au départ pour créer un marché de l'énergie, et qu'aujourd'hui, c'est l'énergie qui est un facteur de déstabilisation. C'est intéressant. Dans cette question, en fait, moi, ce qui me gêne, en général, c'est de se dire que finalement, il y a un existant, ce sont les grandes plateformes
et qu'on ne peut rien faire d'autre que les réguler. Alors que le véritable enjeu, à mon avis, c'est de construire autre chose. On a un problème de compréhension de la technologie et plus généralement de l'innovation. Alors, j'ai eu la chance d'être dans la Silicon Valley dans les années 90, qui était une sorte d'âge d'or. Et j'ai vu aussi, avec le Web 2.0 et NetVibes, le démarrage de la deuxième phase de l'Internet, qu'on appelait le Web 2.0, et ensuite le monde des licornes, l'iPhone. Et je pense que le problème que l'on a aujourd'hui en France, mais aussi en Europe, c'est qu'on souhaite répliquer la Silicon Valley de 2010. Or, nous sommes en 2022, les problématiques ont changé, ces plateformes sont épuisées, les gens qui les ont construits, je parle des premiers ingénieurs, sont tous plus ou moins partis, la plupart d'entre eux d'ailleurs maintenant disent « je regrette d'avoir fait le bouton retweet, je regrette d'avoir fait le bouton like, je regrette d'avoir créé une machine d'addiction qui fait qu'un très grand nombre de jeunes filles en Angleterre qui envisagent de se suicider citent Instagram comme l'une des principales raisons. Je regrette tout ça. » Et donc, ce que je crois, c'est qu'il faut aussi, on a ce problème en France, mais on a aussi ce problème en Europe, mais on l'a surtout en France, c'est qu'on a un héritage technologique. Encore une fois, je rappelle, Web, le Linux, IRC, la voix sur IP, le MPEG, le MP3. Donc on a une vision aussi qui est une vision moins utilitariste, moins extractionniste de valeur, où on est plus dans une forme de produit brut, où on donne les outils aux gens et ensuite ils s'émancipent, parce qu'il y a deux visions du numérique. Il y a une vision où on émancipe les gens, qui est à mon avis la vision européenne, et une vision où l'informatique va organiser la vie des gens, qui est la vision des grandes plateformes américaines et notamment chinoises. Et donc je pense que l'une des questions importantes par rapport à tout ça, c'est de se dire on peut construire d'autres services. Un ingénieur danois qui est en compétition d'ailleurs avec Google pour faire un autre mail qui est basé aux États-Unis, le mail s'appelle Hey, expliquait qu'il faut revenir au protocole et non plus au produit. Il ne faut pas oublier que l'email, le chat, toutes ces fonctionnalités sont des protocoles ouverts sur lesquels n'importe qui peut se connecter. Et on a laissé des entreprises agréger, privatiser ces protocoles, que ce soit les grandes plateformes de mail, analyser l'ensemble de nos conversations pour ensuite utiliser de la publicité, ce qu'on appelle le micro-targeting, donc de la publicité ultra ciblée, émotionnelle. Guy Philippe le rappelait hier très justement, donc de la publicité qui est aussi là pour faire réagir les gens, pour les mettre en colère, pour les déprimer, parce qu'on a des moyens techniques. Et donc il faut sortir de cette... Et pour ça, il faut deux choses. La première, à mon avis, c'est véritablement mettre l'éthique au cœur de la problématique. C'est la manipulation, c'est avant tout la manipulation des interfaces. Il va falloir véritablement s'intéresser à ça. Quand un produit alimentaire arrive en France, on peut voir la liste des choses. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas manger en Europe. Par contre, la technologie, qui est un peu comme la nourriture, c'est-à-dire quelque chose qu'on consomme tous les jours, on peut faire n'importe quoi. Et ça, je pense qu'il faut y mettre un terme. Et puis la deuxième chose, on en avait un peu parlé, c'est la question de l'amplification algorithmique, qui, à mon avis, est déstabilisatrice, puisque désormais les États l'utilisent. Enfin, on a vu ça, évidemment, en 2015, en 2016, en 2017, enfin, quasiment toutes les années, et on va le voir en 2022. Et là, il y a un vrai sujet, c'est comment, vis-à-vis de ces plateformes, donc... s'assurer que cette amplification ne se fait pas, et puis surtout mettre en avant d'autres plateformes, parce que je pense qu'il y a la possibilité d'avoir d'autres plateformes que les plateformes américaines et chinoises, et il faut donc soutenir des réseaux sociaux éthiques. Il y a un petit nombre d'entreprises qui commencent à grandir, qui sont pensées plutôt pour ce qu'on appelle la Gen Z, donc les gens plus jeunes, mais d'une certaine manière, il faut mettre en avant une vision européenne aussi des réseaux sociaux et arrêter en permanence de se dire on a en fait ces plateformes, on ne peut rien faire, ces sociétés big tech vont rester là pour toujours. Moi, je ne le crois pas. Je pense que peut-être que dans 10 ans, Facebook n'existera plus. En tout cas, moi, ça fait presque 2 ans que je ne l'utilise plus. Et donc, il y a de l'espoir pour construire autre chose. Et je dirais que c'est vraiment le signal qu'on doit donner.
Philippe, peut-être revenir avec vous sur comment est-ce qu'on aborde cette année 2022 sur cette période électorale. On sait que la France va forcément être la cible d'un certain nombre d'actions et notamment sur cette approche de la manipulation de l'information vue par la représentation nationale. C'est un sujet qui a été abordé par la représentation nationale, par l'Assemblée et le Sénat dès 2017, puisqu'il y a eu un texte de loi qui a été adopté par l'Assemblée et par le Sénat, visant à pouvoir essayer de juguler au maximum les fausses informations. Je ne suis pas sûr, et uniquement pour les élections nationales d'ailleurs, parce qu'il y a eu le traumatisme de l'élection de Trump, il y a eu le traumatisme d'un certain nombre d'effets pendant la campagne électorale de 2017 avec des ciblages d'informations malveillantes sur un certain nombre de candidats, dont celui du président de la République, ce qui a généré ce texte. Je ne suis pas convaincu je suis même définitivement convaincu qu'on n'arrivera pas à juguler les fausses informations et ce genre de choses par un texte de loi. C'est pas en imposant, en disant la loi c'est comme ça que ça va fonctionner. On le voit bien, on le voit sur un certain nombre de sujets, par exemple, mais la pédopornographie, elle a déserté les réseaux sociaux pour aller se mettre sur des boucles Telegram, sur des boucles WhatsApp privées. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a ce que disait Tariq, toute la question de la technique, il faut revenir quand même à la base de ce que c'est. Avant de penser à faire une loi spécifique, ponctuelle, il faut se poser la question de savoir si elle va s'appliquer quand on aura changé de technologie. Et or, on change de technologie quasiment tous les jours. Il y a un texte qui est fabuleux, qui est le texte sur la liberté de la presse. Il a plus de 100 ans. Il est toujours d'actualité, il est toujours applicable. Il s'est adapté au fur et à mesure du temps. Pourquoi ? Parce que nos prédécesseurs, ils faisaient bien le job, ils avaient vu ce qu'il y avait comme problème à ce moment-là, mais ils se sont dit, si on le fait trop, alors qu'on est dans une zone de progrès, on va peut-être faire quelque chose qui servira un peu plus tard. Donc on va faire relativement large, on va quand même mettre des bornes, et puis ensuite on va laisser faire la jurisprudence qui va s'adapter. Et donc le moule législatif, c'est à coller à l'évolution du progrès. Et aujourd'hui, j'ai un peu, et ça c'est un regret, depuis 4 ans et demi, nous avons fait beaucoup de réglementations extraordinairement précises, et tellement précises qu'elles vont devenir obsolètes très vite. Et dans le cadre des fausses informations, ce genre de choses, il ne faut surtout pas faire quelque chose de très précis, puisque c'est protéiforme, parce que la technologie évolue tout le temps, et donc ça veut dire que si on tape à côté, on ne peut plus punir, on ne peut plus réguler. Donc je partage à 100% l'idée qu'en fait, il faut aller sur les valeurs. Problème, c'est là où on revient sur la présidence française de l'Union, c'est qu'un certain nombre de choses ne sont pas du tout vues de la même façon en fonction des pays européens. Nous n'avons pas, mais je reprends les caricatures de Mahomet par exemple. Souvenez-vous du benchmark qui avait été fait par la plupart des journalistes en disant en France c'est possible mais dans d'autres pays ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas forcément, sur ce type de sujet-là, la même façon de voir les choses. Donc obtenir quelque chose rapidement de la part de l'Union qui soit commun à l'ensemble des pays, ça va être compliqué. Donc là aussi, la présidence française, elle doit donner la direction, mais elle ne doit pas imposer quelque chose. Surtout que ça a été le fer de lance, et Laetitia n'est pas là aujourd'hui, ça a été le fer de lance de la France depuis 2017, et que le fait d'essayer de l'imposer à marche forcée à nos voisins européens a un peu crispé les choses, a un peu crispé les pays voisins, a un peu crispé le Conseil de l'Europe, et donc il faut qu'on arrive maintenant à essayer d'impulser quelque chose qui soit suffisamment large pour agréger tout le monde, mais qui soit suffisamment précis pour avoir un peu d'efficacité, mais qui reste encore malléable. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, en France, on n'a pas l'habitude de faire, ou on a perdu l'habitude de faire. Et oui, je rejoins l'idée ensuite qu'il faut qu'on ait la possibilité de faire des réseaux éthiques,
qu'on puisse avoir de l'interopérabilité, que les gens puissent changer pour aller d'une plateforme à l'autre sans perdre les données qu'ils ont mises dessus, tant qu'on n'arrivera pas à le faire. Et là, par contre, la loi peut le faire. C'est ce qu'on disait, c'est ce que Tariq disait en disant quand on est dans l'aliment, on sait exactement ce qu'il y a. Quand on est... Ouais, moi, je peux demander à Facebook de me donner toutes mes données et je quitte Facebook, mais je ne peux pas réinjecter mes données sur un autre réseau que j'aurais trouvé bien. Et quand je quitte Facebook, je quitte tous mes copains. Et donc, je ne peux pas m'adresser à eux via un autre réseau. Donc, il faudrait qu'on arrive à trouver cette possibilité de trouver des porosités entre les réseaux et d'interopérabilité et de portabilité complète de la donnée. Ça, par contre, la loi peut l'imposer, mais elle doit l'imposer de façon relativement large parce qu'on ne sait pas ce que les réseaux de demain seront. Ce qui revient finalement à ce que vous évoquez dans le rapport sur la souveraineté, c'est d'avoir le choix, la liberté de choisir, et ça c'est le choix de sa dépendance. Absolument essentiel. Avant de pouvoir échanger un petit peu avec la salle et répondre à quelques questions, si je vous demande en un mot, la PFUE 2022, c'est quoi? Quel est l'objectif, l'ambition, l'attente, l'appel à vœux? En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est que je voudrais que la France puisse donner une impulsion, donner une vision, mais ne soit pas donneuse de leçons. Si on peut avoir les deux, on aura gagné. Maintenant, effectivement, vous l'avez rappelé, on a quand même une échéance entre les deux qui va polariser beaucoup de choses, et on le voit d'ailleurs depuis quelque temps, et là je le regrette, sur la question de la primauté du droit européen sur le droit national. Débat que je ne pensais pas qu'on aurait en France, et que malheureusement, nous allons être obligés d'ouvrir. Et ça, cette boîte de Pandore commence à m'effrayer un petit peu. Tariq, 2022 ? Mais je dirais que cette problématique se traite à 3 niveaux. Il y a un niveau économique. En général, tout le monde s'accorde à dire que le numérique va être une forme de croissance économique. Et là, je pense que la France a plutôt bien réussi cela. Il y a un aspect juridique. Alors là, c'est là effectivement qu'il y a une problématique, comme tu l'as très bien expliqué, c'est que comment changer les plateformes, comment construire des choses durables et des choses de qualité. Et puis, il y a aussi une composante technologique. Et moi, je pense que si l'on ne remet pas la technologie au cœur de l'Europe, et quand je parle de technologie, je ne parle pas d'acheter des produits fabriqués, je parle de reprendre cette complexité, parce que la valeur vient de la complexité. Quand on fabrique un iPhone qui est un produit d'une complexité incroyable ou une Tesla, ils réussissent parce qu'ils ont maîtrisé cette complexité. La France et l'Europe a su gérer cette complexité. Et aujourd'hui, pour une raison qui m'échappe, on s'est dit on va laisser les autres le faire. Il faut remettre la technologie au centre, remettre les ingénieurs au centre et aussi avoir à la fois des valeurs, à la fois des perspectives économiques, du droit, mais remettre la technologie au centre. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on va répondre à quelques questions dans la salle puisque nous avons du temps pour échanger. Oui, monsieur. Alors, je ne sais pas si on a un micro ou si vous pouvez peut-être juste retirer votre masque pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Alors c'est une énorme question. L'éducation et l'éducation au numérique est certainement la clé de voûte de cette reconquête qu'on doit avoir à la fois technologique, tu disais Tariq, mais aussi en termes de... ne serait-ce que parce que même si on ne va pas jusqu'au bout et qu'on ne produit pas que des ingénieurs, on est au moins chez nos citoyens la connaissance minimale de ce que c'est pour qu'ils puissent consommer ou en tout cas prendre des décisions de façon éclairée. L'avantage du numérique, c'est que c'est un facteur d'intégration très fort. Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit d'origine de n'importe quel pays, quand on est derrière un ordinateur et quand on est sur la création d'un produit, ça n'a pas d'impact.
Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir cette éducation. Et cette éducation, elle se fait dès le début. L'éducation nationale, on l'a bien vu lors de la crise sanitaire, a été obligée de se numériser à toute vitesse et un peu à la va-vite, et certainement uniquement sur les canaux de distribution de la connaissance. Il faut qu'on aille plus loin que ça. Et on a eu une discussion avec le ministre monégasque du numérique. Ils ont pris une décision claire qu'ils assument, c'est que tout élève, tout enfant monégasque, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, il a au minimum 1 heure de cours par semaine de code. Alors, l'idée, c'est pas d'en faire tous des codeurs à l'arrivée, mais c'est au moins qu'ils aient l'appétence pour ceux qui veulent vraiment y aller, ça leur donne l'envie et ils y vont. Ceux qui veulent être dans le monde de la tech quand même, mais sans être sur des fonctions de code, mais qui sont des fonctions support, ils comprennent quand même ce qui se passe dans l'entreprise. Et ceux qui sont simplement des consommateurs, on leur a quand même expliqué ce que c'était qu'un algorithme et comment ça fonctionnait. Et je pense qu'il faudra qu'on en passe par là. Les collectivités territoriales, je le dis parce que, et je pense notamment au Pays de la Loire, ont décidé de donner systématiquement, dès l'entrée au lycée, un ordinateur à l'ensemble des élèves et d'essayer de dématérialiser. Donc dématérialiser, c'est bien, mais il faudra aussi qu'on rentre dans la technique de ce que c'est. Vous avez une auteure en ce moment qui fait beaucoup parler d'elle, que j'aime beaucoup, c'est Aurélie Jean, qui a sorti 2 bouquins. Elle réexplique ce que c'est qu'un algorithme. Et on voit bien que le succès de son livre montre bien qu'il y avait un déficit de connaissance de ce que c'est qu'un algorithme, y compris chez un certain nombre de journalistes ou de personnes qui, du coup, la reçoivent en interview et leur disent « mais expliquez-nous ce que c'est qu'un algorithme. Expliquez-nous comment fonctionne un réseau social. Ce que c'est que la boîte de résonance d'un algorithme de réseau social. » Ben ça devrait être le minimum du minimum du citoyen de demain. Et donc, c'est forcément par l'éducation nationale que ça va se passer. Ensuite, on a des filières d'excellence en France. On a parmi les meilleurs ingénieurs, les meilleures écoles qui produisent les meilleurs ingénieurs. La question, ça sera plutôt de comment est-ce que je vais les garder et comment je vais pouvoir les faire grandir professionnellement, ce que les États-Unis font très bien d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils donnent des responsabilités, ils acceptent les échecs parce que ça fait grandir, et nous, on n'a pas cette culture-là. Et ça, par contre, il faut qu'on arrive à la récupérer, à la prendre. Ce n'est pas simplement des questions de salaire, bien que ça soit un des critères, mais c'est aussi la possibilité d'accepter qu'un salarié parte dans une autre entreprise et revienne. Je ne parle pas de mercenaires, mais des gens qui vont apprendre dans d'autres entreprises, qui vont apprendre dans un environnement particulier, qui vont aller ensuite ramener les bonnes idées, les bonnes pratiques dans l'entreprise. Et ça veut dire un changement de fonctionnement, notamment des DRH, très important, avec en plus un changement sociétal chez les jeunes, dans les nouvelles générations, qui va faire... J'aimerais pas être DRH dans les 15 ans qui viennent, ça va être compliqué. Mais on a besoin de ça, et je pense que ça, c'est vraiment un changement de managérial qu'il faut qu'on ait. Tariq, je ne sais pas si... Non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. J'avais l'habitude de dire, j'avais écrit dans un article il y a quelques années au Point, que le code est le latin du XXIe siècle. Le latin, finalement, on se dit que ça ne sert à rien, sauf que ça nous a appris à comprendre la langue, de comprendre les origines des mots. Et d'une certaine manière, apprendre le code à l'école très tôt, hein, on a tous appris, on en parlait hier, avec des ordinateurs, beaucoup de gens dans cette salle ont dû taper des programmes à la main en achetant des magazines, si vous voyez ce que je veux dire. Ça déclenche 2 choses. Un, ça déclenche une vraie passion, c'est-à-dire qu'on va détecter chez les gens, ces gens vont détecter eux-mêmes qu'ils ont cette passion pour l'informatique. Et on ne peut pas dire, quand on voit quelqu'un, que ce soit un homme, une femme, quelle que soit son origine, le niveau social, qu'il aura cette passion. Pour ça, il faut le découvrir, il faut se mettre en relation avec ça. Il y a des gens qui ont cette vision innée, puisque c'est un peu on apprend ça avec le Scratch, avec tous ces outils, on voit tout de suite comment construire. Et puis la deuxième chose qui est très importante, c'est au-delà de ce qu'on appelle la littératie numérique, donc utiliser les produits, comprendre, une des choses les plus importantes quand on apprend ce qu'est le code, c'est de comprendre que le monde qu'il y a autour de nous, tous ces logiciels qu'on utilise, tout ce qui existe
tout ce qu'on appelle la stack logicielle, a été fait par des gens comme vous et moi. Et que donc, si ça a été fait par des gens qui les ont faits, ça veut dire qu'on peut les changer, qu'on peut les améliorer. Et ça veut dire qu'au lieu de se sentir dans un monde où on est de contraintes, où on se dit finalement, ce monde, je ne peux rien faire, on me l'a imposé, on m'a imposé l'iPhone, c'est une boîte, on l'ouvre, et puis il y a plein de choses dedans, et puis voilà, c'est comme ça, le monde est comme ça. Apprendre aux gens qu'on peut changer le monde. Et ça veut dire qu'ils comprendront que derrière ça, il y a tout un ensemble de règles, de choses qui ont été faites, des choix qui ont été faits. Et on peut dire, je ne suis pas d'accord avec ces choix. Et d'une certaine manière, les entrepreneurs, ou en tout cas les créateurs de start-up, sont souvent des gens qui démarrent avec cette idée en se disant, je ne suis pas d'accord avec ce choix, je vais faire différemment. Et hop, on lance. Et donc je crois que c'est très important que les gens comprennent que le monde numérique est quelque chose de passager, qu'on peut le modifier. Et l'apprentissage du code, ou en tout cas les bases du code, permettront de faire ça. Et puis après, surtout le reste, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Sur la gestion des talents, ça c'est très important. Le numérique est quelque chose de très méritocratique. On sait très rapidement son niveau en programmation. Il suffit de voir, quand je suis arrivé dans la Silicon Valley, le lendemain, je suis rentré en pleurs à la maison en me disant je croyais être un des meilleurs en France et je me suis dit si j'arrive à tenir une semaine, et en fait j'ai découvert que chacun avait ses domaines d'expertise et il fallait être guidé. Moi c'était plutôt le design produit qui m'intéressait. Et dans la gestion des talents, où aujourd'hui la plupart des gens servent de viande dans les grandes, comment dit-on, les grandes sociétés de services, parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont des talents exceptionnels. Et le vrai rôle, effectivement, ça va être de détecter et de mettre les bonnes personnes, de les faire travailler ensemble. Et ça demande des compétences nouvelles. Et encore une fois, comme le disait Philippe, ça va être un enjeu essentiel. Y a-t-il une autre question? Oui, alors, Guy Philippe et ensuite monsieur. Oui. Je demanderai juste enlever votre masque pour qu'on entende bien. Merci pour la qualité des échanges. J'avais deux questions, l'une sur la question du cloud souverain et l'autre sur cette question de déstabilisation des esprits avec la réseau sociaux. Sur le cloud souverain, la question que je me pose, on est en train de passer aujourd'hui dans un monde multi-cloud. Il n'y a pas un cloud, il y a plusieurs clouds. La question qui est posée est à la fois technologique et industrielle et même de sécurité. Est-ce qu'on a, si on est en France, les capacités, les économies d'échelle d'avoir plusieurs clouds souverains, parce qu'on passe multi-cloud? Et j'avais une question un peu plus générale par rapport à ça. Mélanie, tu m'avais invité il y a de ça, je crois, 3 ans, à l'école de guerre, où je discutais avec Pierre Bélanger, le patron de Skyrock, et qui évoquait la question de l'OS souverain. C'est vrai que dans l'OS, il y a beaucoup de choses qui passent. C'est une question très ouverte, je n'ai pas de réponse. Mais pourquoi aujourd'hui on parle du cloud? Hier on parlait de l'OS. Est-ce qu'il y a dans une roadmap technologique en fait d'autres technologies qui seront vraiment critiques? On va passer dans une robotisation avancée dans les 5 ans qui viennent, parce qu'il n'y a pas des choses aussi là-dessus sur lesquelles il va falloir contrôler. Voilà, la question, comment on cadre cette question du cloud souverain? Première question, pardon, je le mets sur la table. Deuxième question, on a évoqué, merci, je te remercie Tarek, la question de la déstabilisation émotionnelle, qui est probablement l'un des éléments au cœur de ce que nous envoie via les réseaux sociaux. Il y a des difficultés à réglementer. Quid d'une réflexion pour faire créer un marché, pourquoi pas un marché européen, de ces outils, de ces réseaux, ce que tu disais, de ces réseaux éthiques, c'est-à-dire de prendre peut-être le problème pas de la réglementation si on a des difficultés en Europe, mais de faire monter, de faire créer ces outils. Je le dis parce que ces questions de déstabilisation, de problèmes cognitifs sont potentiellement duales entre faire un bon citoyen mais faire aussi un bon collaborateur. Et donc, si ça bloque sur la réglementation, pourquoi pas faire naître un marché, d'autant plus qu'aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose qui se passe. À travers le monde, il y a juste une opération de façon de mais c'est peut-être une autre manière de prendre le problème si pour l'instant on ne bouge pas sur la loi. Alors, juste avant de répondre, on prend la question de monsieur et comme ça on fait une réponse groupée pour qu'on maintienne le timing, parce qu'après sinon je me fais fâcher voilà. par l'organisation. La présidence française de l'Union européenne, normalement, devrait sortir le texte Nice
Je propose qu'on les reprenne dans l'ordre. Comme ça, on les a. Enfin, en tout cas, pour moi, ce sera plus simple. Sur la question des clouds, je vais répondre en faisant un parallèle. 2015, les attentats. La DGSI est aveugle et sourde. Elle n'a rien vu venir. Il faut absolument qu'elle monte en compétence. Qu'est-ce qu'elle doit faire en urgence? C'est prendre quelque chose qui existe et qui s'appelle Palantir. Pourquoi? Parce qu'elle part de rien et qu'il faut absolument avoir du résultat immédiatement et recommencer à pouvoir voir et entendre. La DGSE, qui est du coup interrogée parce que ce service voisin, cousin, dit « mais moi, j'en veux pas ». Pourquoi j'en veux pas? Parce que je veux maîtriser la totalité de mes données et je veux pouvoir savoir ce que j'ai à échanger éventuellement avec d'autres services. Pourquoi je fais ce parallèle? C'est que la souveraineté, c'est un moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire un choix. Faire un choix que je peux faire à n'importe quel moment. Il y a je ne suis pas anti-GAFAM pour la partie des clouds, mais il y a peut-être des informations que je n'ai pas forcément envie de mettre sur des choses, sur des clouds que je ne maîtrise pas. Il viendrait à l'esprit de personne de mettre l'intégralité des codes de lancement nucléaire de l'armée française sur un cloud de type GAFAM. Enfin, ça viendrait à l'esprit de personne. Quand on a besoin de tenir une réunion secrète, un conseil de défense, ce genre de choses, les téléphones, ils restent à l'entrée de la salle et il n'y en a pas un seul dans la salle. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, la question du cloud est une question qui est épidermique en ce moment, mais qui ne se gère pas simplement en disant il y a les méchants GAFAM, il y a les méchants Batix, et puis il y a les super bons, mais qui ne sont pas pratiques. La vraie question, c'est quelles données je mets où et avec quelle couche logicielle, parce que j'en ai besoin pour quoi? Moi, je suis à la SNCF, j'ai des kilomètres et des kilomètres de voies qui sont protégées par des barrières. Que je mette sur le cloud d'Alibaba ou de Google les entrées, sorties, ouvertures et fermetures des barrières, pas grave. En revanche, quand je suis Airbus et que je décide d'essayer d'améliorer ma productivité et que je prends Palantir comme solution, alors même que la guerre entre Airbus et Boeing a généré des tensions commerciales entre la France et l'Europe entre l'Europe et les États-Unis pendant très longtemps, ça pose des questions. Et donc il y a un choix à faire. Et ce choix-là, il passera par des clouds totalement souverains. C'est par exemple le choix que Monaco a fait sur une partie de son cloud, avec en plus la gouvernance qui leur appartient. Ils ont 55% du capital et ils ont 4 administrateurs sur les 7. Bon, donc ils ont la majorité. Mais par contre, ils disent aussi, il y a une autre solution. Si vous avez besoin d'aller un peu plus dans la partie logicielle avec plus de données, vous faites le choix entreprise monégasque de pouvoir aller sur un cloud qu'on a négocié avec un opérateur qui est Amazon, et puis vous faites votre choix. Donc on aura ces différentes... et à chaque fois, c'est un choix qui doit être fait entreprise par entreprise, administration par administration. En revanche, sur toute la partie souveraine, on devrait avoir une politique globale de l'État sur ce sujet-là et qui soit homogène, et homogène ministère par ministère. C'est-à-dire que la Défense a sa vision, mais elle doit être la même que le ministère de la Santé avec les données de santé, ou le ministère de l'Éducation nationale avec les données issues de l'Éducation nationale. Qu'on ait au moins... parce qu'on a besoin de nouer ce contrat de confiance-là avec les citoyens. Ça, je suis convaincu que c'est par là que ça va passer. Sur la question des réseaux sociaux, je reviens sur la question des valeurs. Les pays européens je laisserai ensuite Tariq rebondir, mais les pays européens n'ont pas la même vision des réseaux sociaux, n'ont pas les mêmes valeurs sur ce que c'est que la liberté d'expression, sur l'utilisation des réseaux, est-ce que c'est bien, pas bien, Et donc on aura du mal à avoir une réglementation européenne commune aux 27. Et donc, à un moment ou à un autre, il faudra se dire avec qui je partage le plus de valeurs, avec qui je partage le plus d'affinités, voilà, et comment est-ce que je peux le faire. Et je ne vois pas, dans un futur proche, la capacité de créer un marché unique des réseaux sociaux en Europe. Je ne le sens pas. Un dernier oui. élément de réponse pour monsieur, et ensuite on sera obligé de clôturer la session, mais comme vous restez évidemment avec nous, on pourra répondre peut-être plus en détail aux personnes présentes. Juste pour répondre à monsieur, parce que vous posez une question essentielle, qui est la question de la responsabilité.
Le problème du cloud souverain, indépendamment, et je partage ce qui a été dit, c'est évidemment une question de choix, c'est une question d'avoir le choix d'abord, c'est une première question importante, donc ça veut dire faire un scope de tout ce que l'on a, donc englober l'ensemble de l'écosystème logiciel et non pas faire du cherry picking parce que certaines personnes ont fait les bonnes écoles et pas d'autres. La question de la responsabilité est importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont sur le cloud parce que c'est rapide, parce que c'est simple, parce que finalement, en termes de carrière, c'est pas mal, ça va vite. Et derrière, il y a la question de la responsabilité. Et si on ne responsabilise pas, comme le RGPD le fait d'ailleurs, les gens qui prennent ces décisions sur les conséquences en termes de souveraineté de leurs décisions, là, effectivement, on va avoir un peu n'importe quoi à se faire. Donc, je pense qu'il va falloir remettre de la responsabilité. Sur la question du cloud et très rapidement souverain, il y a une autre chose qui est importante. Aujourd'hui, le cloud, notamment les grandes plateformes américaines, c'est quoi? Ce sont des services pré-organisés, ce qu'on appelle le cloud managé. Donc, ça veut dire qu'on installe des choses et la complexité a été gérée par les gens. C'est très simple à installer. On met une base de données, on fait tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que si on veut faire des produits de qualité, on a besoin de complexité. C'est complexe de faire des choses simples. C'est extrêmement complexe de faire quelque chose aussi simple que l'iPhone. Et donc, il faut tous les outils à sa disposition. Malheureusement, si on se base uniquement sur des plateformes qui sont des plateformes de simplification, de consommation basique, cette complexité ne sera pas possible. Et donc, il est important pour les grandes entreprises, que ce soit les grandes entreprises automobiles, défense, aériens, de se rappeler que la simplicité et la capacité de faire des choses importantes nécessitent un environnement informatique très complexe et de qualité. Et que l'on ne peut pas se dire on va simplifier les choses et ça ira vite. Si on transforme son équipe avec des outils génériques, on aura à la fin des produits génériques. Si on veut vraiment le top du top, alors on est obligé de faire les choses avec des produits de meilleure qualité. Et ce que doit faire la France en termes de souveraineté, c'est aussi se donner la possibilité, dans l'hypercompute, dans l'IA, dans toutes ces choses qui vont être nécessaires pour faire des produits de qualité, d'avoir les ressources, et pas forcément les ressources packagées, un peu, j'allais dire, fast-food, où vous avez le produit qui est dans une boîte. Vous ne pouvez pas choisir la cuisson du steak dans un fast-food. C'est un peu la même chose. Il va falloir faire des choses sur mesure, de qualité, et ça, c'est important qu'on ne l'oublie pas. Eh bien, ce sera donc sur cette notion qualitative que l'on termine cette session. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis.